L'homme est naturellement à la recherche de la vérité, pour des valeurs souvent pratiques, pour pouvoir se comporter de manière adéquate en société et avec autrui. Donc une grande importance de la confiance en la parole de l'autre. Alors la question, c'est quels moyens utiliser pour rechercher cette vérité par l'essence, l'intellect, les évidences, et quels critères pour départager le vrai du faux. Alors l'homme est également un animal philosophe, c'est-à-dire qu'il a une capacité de philosopher pour rechercher des vérités universelles, comme des concepts. Et l'homme a tendance à se poser des questions métaphysiques, existentielles, sur le sens de la vie, est-ce qu'il y a un Dieu, etc. Le concept de vérité est en fait central et fondamental en philosophie. Et c'est peut-être pour ça que c'est un thème si difficile, qui est au programme du bac, philo, le thème de la vérité. Depuis Socrate, Platon, Aristote, on a une opposition entre ce qu'on appelait les sophistes et les philosophes. Alors les sophistes, ce sont ceux qui recherchent plutôt l'efficacité dans la parole et non pas la vérité. Et le philosophe, lui, son discours, c'est un discours de vérité désintéressée. Le mot ancien pour vérité, alors c'est aletheia. On a le a qui est le privatif, et après aletheia, c'est l'oubli, c'est l'aléthé, parce que l'aléthé, c'est le nom d'un fleuve des enfers. Ça s'appelle le Léthé, et quand les âmes le traversent, ils oublient ce qui s'est passé dans leur vie. Comme c'est un privatif de l'oubli, c'est un désoubli. Pour les Grecs anciens, la vérité, c'était ce qui cesse d'échapper, ce qui est mis en lumière. Donc, c'est ce qui est dévoilé. Dans les temps anciens, la vérité s'exprimait par la parole d'hommes habilités à la dire. C'était par exemple les prêtres et les rois. Et le modèle pour se conformer à cette vérité, c'était le cosmos, qui est la nature. Et pour eux, le cosmos, c'était bien ordonné, était beau, juste et bon. Et le cosmos, la nature, c'était le modèle à suivre. On a eu le tournant socratique, qui est la naissance de la raison. Alors le tournant socratique, c'est l'époque de Socrate, Platon, Aristote. On passe du pouvoir de dire, des hommes habilités à le dire, les maîtres de vérité, les rois et les prêtres, on passe de ce pouvoir au pouvoir de la raison. Par la raison, on découvre le vrai, la vérité. Alors Socrate, c'était avec des dialogues avec les gens sur l'agora, dans les rues, il dialoguait pour essayer de faire accoucher son interlocuteur de vérité. Bon, la plupart du temps, il n'y arrivait pas. Donc c'était ce qu'on appelle des dialogues aporétiques, c'est-à-dire sans issue. Ensuite, bon, au même moment, il y a eu Platon. Et lui, Platon, pour lui, la vérité, c'était les concepts. Pour lui, nous vivons que dans les apparences, les illusions des sens, et la vérité sont des concepts qui sont connaissables non pas par les sens, mais par l'intellect. Et puis est venu Aristote, un peu plus tard, et c'est lui qui a formulé la première définition de la vérité, qui est un tournant avec l'aletheia. Et la vérité, maintenant, c'est une correspondance, une adéquation, une conformité entre ce que je dis de la chose et ce que la chose est. La chose dont on parle est réellement. Donc c'est la conformité entre ce que je dis et le réel. Quelques siècles plus tard, ça sera repris par saint Thomas d'Aquin, qui lui va dire à peu près la même chose. Il va dire que la vérité, c'est l'adéquation entre la pensée, et non plus la parole, la pensée et la chose qui est pensée. Vient le tournant de la modernité. Il apparaît une nouvelle époque, à peu près on dit au XVIe siècle, appelée la modernité, avec des événements majeurs qui apparaissent, par exemple la découverte du Nouveau Monde par Christophe Colomb, la Renaissance italienne, la Réforme protestante. Et il y a un recul, justement, de la magie
de la religion au bénéfice des idées nouvelles, comme le progrès social, et des techniques nouvelles. Max Weber, un sociologue du XXe siècle, parle d'un désenchantement du monde. Et avec les nouvelles sciences et techniques, justement, on recherche la vérité avec plus d'objectivité, de mesure, de méthode. Et plus trop appel à la religion ou à la magie. Descartes, au XVIIe siècle, qui lui va définir la vérité comme certitude. Il a une volonté de trouver la vérité, mais sur des bases fermes. C'est-à-dire qu'il va mettre en place une méthode, une espèce de méthode scientifique, pour accéder à des vérités, un savoir, une connaissance, et en éliminant tout ce qui est opinion, tout ce qui n'est pas prouvé. Donc c'est ce qu'il va appeler la table rase, la tabula rasa. Il ne va retenir que ce qui est évident, immédiat, c'est-à-dire sans démonstration, qui est certain, une manière de voir par l'intuition, avec que des idées qu'il appelle claires et distinctes. Idées claires, c'est-à-dire qui se manifestent fortement à mon esprit, et distinctes, ça veut dire qu'ils ne se mélangent pas avec autre chose. Et la première vérité qu'il découvre, bien sûr, c'est ce qu'on appelle le cogito. C'est sa fameuse formule « je pense, donc j'existe ». Donc cette première vérité qu'il découvre, c'est mon existence en tant qu'être pensant. Et ça va être le modèle pour les autres vérités, qui seront découvertes ensuite grâce à une méthode. Parce que pour l'instant, sa première vérité, c'est j'existe. Mais je ne suis pas sûr que ce qui est autour de moi, même ce que soient les humains, soit sûr d'exister. Donc c'est ce qu'on appelle le solipsisme, c'est-à-dire que la seule certitude, c'est que j'existe. Et pour sortir de ce solipsisme, en fait, eh bien, ça va être le Deus ex machina. Il va devoir faire appel à Dieu, sinon il est coincé. Donc Dieu reste au fondement de la vérité. Ensuite, un siècle plus tard, vient Kant, donc à l'époque des Lumières, le XVIIIe siècle, et avec lui, ça va être la fin de la définition classique de la vérité. Alors, le gros problème qui se pose dans la définition classique, c'est ce qu'on appelle le problème de la représentation. C'est-à-dire, comment est-ce que je peux vérifier que l'idée que je me fais de l'objet, qu'on peut appeler du coup l'objet qui est pour moi, comment je peux vérifier qu'il est bien adéquat à l'objet tel qu'il est vraiment en lui-même, donc hors de ma représentation, on peut appeler l'objet en soi. Donc comment faire la correspondance entre l'objet pour moi et l'objet en soi? Donc en fait, comment m'assurer que le monde est bien conforme à ce que j'en perçois? Et en fait, je ne peux en percevoir qu'à travers ce que Kant appelle les phénomènes. Phénomènes, c'est-à-dire ce qui se manifeste. C'était déjà une question qui était posée par Descartes quand il se disait « Est-ce que je suis en train de rêver ?» dans ses méditations. Alors en fait, Kant, eh bien, il introduit un relativisme dans la vérité. C'est-à-dire que la connaissance des objets dépend de mes structures en moi de connaissance. Et donc, pour lui, nous n'avons accès aux objets, aux choses autres que moi, qu'à travers ce qu'il appelle les phénomènes. Et ces phénomènes, je les perçois à travers l'espace et le temps, d'une part. Et ensuite, j'établis des jugements à partir de ces phénomènes perçus, en utilisant dans mon esprit des catégories qui vont classer les phénomènes que je perçois. Par exemple, la catégorie de causalité, la catégorie de quantité, pour établir une numération. Donc en fait, les explications de la science sont relatives à l'esprit humain. Et du coup, la chose en soi, telle qu'elle est vraiment, elle est inconnaissable. C'est ce qu'on appelle l'interdit kantien. Donc je cite Kant,
dit « Quant à savoir ce que sont les objets en soi, c'est ce qui nous est impossible, même avec la connaissance la plus claire de leur phénomène. Seule chose qui nous est donnée. » Un peu plus tard vient ce qu'on appelle la postmodernité. Alors, la postmodernité, c'est une crise de la modernité. En fait, c'est une remise en question des discours sur la modernité. Et ça s'est surtout manifesté au lendemain de la Première Guerre mondiale, avec l'utilisation des armes modernes, les plus meurtrières qu'on avait pu utiliser dans l'histoire, et où s'est posée la question, est-il bon finalement que l'homme soit devenu moderne? Donc il y a une perte de confiance envers les grands récits de la modernité, comme le progrès, les Lumières, le marxisme. Il y a une crise de la raison à interpréter le monde, une remise en question de la toute-puissance de l'individu, est remise en question un peu plus tard par Freud, qui dit que le moi n'est pas maître dans sa maison. Il y a un inconscient. Alors, à propos de la crise, Edgar Morin a dit « La notion de crise s'est alors répandue à tous les horizons de la conscience contemporaine. Il n'est pas de domaine qui ne soit hanté par la notion de crise. Par exemple, le capitalisme, le droit, la civilisation, l'humanité, etc. » Et au XXe siècle, nous sommes entrés totalement dans l'ère post-industrielle, c'est-à-dire qu'il y a maintenant une subordination du matériel, par exemple les machines à produire, les matières premières, une subordination du matériel sur l'immatériel. L'immatériel, c'est l'information de masse, c'est les nouvelles technologies, l'Internet, et on arrive donc à une hyper-modernité, en fait, où tout est exacerbé, il y a des excès en tout genre. Néocapitalisme, la finance qui est partout, société de consommation, surmédication, culte du corps, hyper-individualisme, et j'en passe. Alors Nietzsche, alors lui, il va régler son compte, hein, à la vérité. Nietzsche, deuxième partie du 19e siècle. En fait, c'est un véritable prophète. Il annonce ce qui va se passer au XXe et même au XXIe. D'ailleurs, il disait qu'il n'était pas de son temps, Nietzsche. Il remet en question cette valeur de la vérité. Alors, je cite, « Un problème nouveau, celui de la valeur de la vérité. La volonté de vérité a besoin d'une critique. Il faudrait essayer de mettre une bonne fois pour toutes la vérité en question. » Alors, comme toutes les valeurs, eh bien, la valeur de la vérité est un choix. Et pourquoi cette volonté de vérité? Alors, je cite, « Nous interrogeâmes la valeur de cette volonté. Pourquoi pas plutôt la non-vérité, l'incertitude, même l'ignorance? Alors donc, pourquoi pas le faux? Surtout que parfois, c'est difficile d'être face à la vérité. Hein. Je vous rappelle l'Ecclésiaste, le Qoélète, dans beaucoup de sagesse, beaucoup de chagrin. Et qui acquiert du savoir, acquiert de la peine et du tourment. C'est-à-dire, ne vaudrait-il pas mieux garder ses illusions, ne pas savoir? La méthode de Nietzsche, en fait, il appelle ça la généalogie. Il fait une enquête généalogique, il appelle ça une école du soupçon, et donc il l'utilise pour plein de domaines, et il va l'utiliser à propos de cette volonté de vérité. Une généalogie, c'est remonter aux causes. Alors, donc il dit, qu'est-ce qui se cache derrière cet idéal de vérité? Est-ce qu'il ne se cacherait pas des instincts avides? Alors, instinct, Freud, plus tard, il parlera de pulsion. Est-ce qu'il ne se cacherait pas des bassesses, des mensonges? Je cite, « Qu'est-ce qui, en vous, au juste, veut la vérité? Est-ce que c'est un pur et noble instinct de vérité ?» Donc, est-ce que c'est une recherche désintéressée, en fin de compte? Est-ce que cette volonté de vérité dissimule-t-elle des intérêts? Alors, la thèse de Nietzsche, c'est de dire
toute volonté de connaissance est relative à des besoins vitaux de celui qui les formule. Hein. Et ces besoins sont provoqués par ce qu'il appelle la volonté de puissance, qui est notre volonté d'épanouissement et qui nous produit nos pulsions. Donc par exemple, est-ce que vouloir la vérité, est-ce que c'est pas pour préserver notre sécurité dans la société, pour éviter ce que Hobbes appelle la guerre de tous contre tous? Donc il dit que les hommes craignent plus d'être nuits par la tromperie que d'être trompés. Donc je cite, on ne veut pas être trompé parce que l'on admet qu'il est nuisible, dangereux, néfaste d'être trompé. Autre raison peut-être de cette volonté de vérité, c'est que l'homme a besoin de vérité. Il a besoin de concepts, il a besoin de stable, afin de masquer les apparences qui sont changeantes, singulières des choses. Et en fait, Nietzsche dit que profondément, notre réalité, c'est du chaos et de la violence. Donc pour vivre, nous éprouvons le besoin de détourner le regard. Nous avons besoin d'illusions sur la vie qui n'est que chaos. Et pour Nietzsche, l'art permet de dissimuler tout ça. Je cite, il dit « La vérité est laide, nous avons l'art afin que la vérité ne nous tue pas. » Ce besoin de vérité, les certitudes des sciences, c'est un symptôme pour Nietzsche d'une grande fatigue, d'une grande faiblesse et d'un manque de volonté. Parce que le monde des concepts, en fait, il est protecteur, c'est comme un château fort. Pour lui, c'est très grave, parce que cette volonté de vérité, en fait, c'est un principe de destruction hostile à la vie. Volonté de vérité, pour lui, cela pourrait être une secrète volonté de mort. Pour Nietzsche, ne pas vouloir tromper, eh bien en fait, c'est en contradiction avec la vie qui n'est qu'apparence, dissimulation. Pour survivre dans la nature, il est souvent besoin de dissimuler. Sa théorie de la vérité, il va l'appeler le perspectivisme. Donc Nietzsche rejette la prétention de connaître une vérité absolue. Et en fait, il faut prendre en compte les perspectives individuelles. Il veut dépasser le dualisme vrai-faux. Alors, sa fameuse phrase, c'est « Il n'y a pas de fait, il n'y a que des interprétations ». Ça sera peut-être la source de ce qu'on appelle maintenant la post-vérité. Il propose une nouvelle définition, donc, de la vérité, comme une multiplicité d'interprétations qui sont en conflit. Et la représentation que l'on se fait de la réalité, en fait, elle dépend de notre point de vue, d'observation. Par exemple, notre position dans l'espace, mais aussi notre position dans la société, nos valeurs, nos croyances. Et pour lui, c'est le corps, avec ses pulsions, c'est-à-dire ses besoins, qui provoquent notre point de vue, nos interprétations. Alors je cite, « Perspectivisme, deux points. Ce sont nos besoins qui interprètent le monde, nos instincts, leur pour, leur contre. Chaque instinct est un certain besoin de domination. Chacun possède sa perspective qu'il voudrait imposer comme norme à tous les autres instincts. » C'est-à-dire qu'en nous, il y a une bataille des pulsions, des instincts. C'est cette volonté de puissance qui est en mouvement. Mais ce n'est pas un relativisme. Ce n'est pas comme Protagoras, hein, l'homme est la mesure de toute chose. Ce n'est pas un relativisme parce que toutes les interprétations ne se valent pas. Il y a des interprétations meilleures, entre guillemets, et qui émanent d'un degré de santé plus élevé. Ces interprétations meilleures, ce sont celles qui sont favorables à la vie et à notre volonté de puissance.
On va voir une proposition de Martin Heidegger, un philosophe du XXe siècle. Pour lui, la vérité, c'est à la fois voilement et dévoilement. Donc, il revient à la notion de aletheia. Alors, il constate que le concept de vérité, en fait, ça a été de tout temps très problématique. Et il veut revenir au concept original des Grecs, qui est ancien, qui est le concept d'aletheia, qui est dévoilement. Marcel Détienne, un sociologue, un philosophe, dit « C'est dans la poésie que les premiers Grecs ont recueilli la vérité, c'est-à-dire l'aletheia comme dévoilement de l'être. » Pour Heidegger, il ne faut plus considérer la vérité comme un jugement, au sens classique, adéquation, entre ce que je dis, je pense et la chose, mais comme un événement. Pour lui, la vérité, c'est la manière dont les choses se présentent à nous. C'est sur le modèle de la nature, où la vérité, eh bien, dans la nature, il y a une nécessité de voilement et dévoilement. C'est-à-dire que ce qui est mis au jour dans la nature a une part nécessaire qui doit être cachée. Je cite Heidegger, « Pour être ce qu'il est, le dévoilement a besoin du voilement. » Par exemple, dans la nature, eh bien, l'éclat de la rose, prends l'exemple d'Heidegger, l'éclat de la rose, ça comprend aussi bien la fleur qui est épanouie que l'enracinement de la plante qui plonge dans le sol et qui est caché. Les phénomènes de la vie ont comme caractéristique essentielle de se dissimuler. Et en fait, la vérité est tragique. C'est-à-dire que l'expérience humaine, il y a forcément dissimulation et cachet, et oubli. Il y a toujours quelque chose qui nous échappe. Donc ça, c'est le tragique. Alors, il y a toujours un conflit entre le véridique, c'est-à-dire les discours des médecins intègres sans conflit d'intérêt, et le mensonger, c'est-à-dire les médecins de plateau TV avec compte offshore. Cette période mondiale qu'on vient de passer, 2020-2022, nous avons été confrontés à de nombreux discours contradictoires de la part des élites. Alors, j'appelle élite au sens que définit Michel Maffezoli, c'est-à-dire ceux qui ont le pouvoir de dire et de faire. Les discours qui étaient profanes et opposés au gouvernement ont été systématiquement qualifiés de complotistes. Et on a vu une apathie inquiétante de la majorité des populations, parce que ça a été au niveau mondial, qui ont acquiescé et se sont soumis pour garder ce qu'on pourrait rappeler du pain et des jeux, comme disaient les Romains. Il y a eu un large appel aux émotions, plutôt qu'à la présentation des faits bruts. Mais, si on veut être positif, on peut dire, serions-nous dans certaines vérités découvertes, vérités dévoilées, si on ne nous avait pas autant menti? Alors, pour terminer, je vais vous parler de la Société du spectacle. C'est Guy Debord qui a écrit un superbe livre, La Société du spectacle. Et 20 ans plus tard, il a aussi écrit commentaires sur la Société du spectacle qui est plus facile à lire. Est-ce qu'on n'est pas en train de perdre le réel? Ce qu'il appelait la Société du spectacle, c'est notre société contemporaine, à partir du XXe siècle, qui est une société capitalisme à fond, une société de consommation sur le modèle des US, les masses médias, et tout ça, ça nous a envahis, ça a envahi l'Occident. Et tout ça, c'est un modèle pour nous où, en fin de compte, l'image et les apparences sont en train de prendre le pas sur le réel, sur la réalité. Nous sommes aliénés, plus ou moins, par les biens de consommation et la recherche de la nouveauté. Alors, Jean Baudrillard, un sociologue du XXe siècle, il dit qu'on est passé de la libération sexuelle, qui s'est produite le fameux mai 68, en fait, à la pornographie à partir des années 80. Parce qu'il dit, que faire après l'orgie? Parce que, bon, mai 68, c'était une espèce d'orgie, quoi. Qu'est-ce qu'on fait après? Ou alors, on peut tomber dans la dépression.
Alors, il s'avère que ce modèle de société marchande ne peut plus être critiqué. L'économie est devenue folle, avec la finance toute puissante. Au niveau de la médecine, on a une surmédication, on a un surdiagnostic. Et puis, qu'en est-il du concept de vérité maintenant avec l'intelligence artificielle? Chat GPT-4 et consorts, il y a des applications maintenant même gratuites qui permettent de créer des images plus vraies que nature et de fausser des images réelles, enfin de transformer. Et on n'a pas besoin d'être graphiste. Hein. On a une difficulté pour séparer maintenant le vrai du faux. Comme le dit Jean Baudrillard dans son livre Simulacre et simulation, on est dans le simulacre, dans la simulation. Et le problème, c'est que la simulation, eh bien, on se détache du réel. On n'a pas besoin du réel, à l'inverse de la copie. La copie, on fait une copie par rapport à une référence, alors que la simulation, on peut simuler alors qu'il n'y a rien derrière. Dissimuler, c'est faire semblant de ne pas avoir quelque chose que l'on a, alors que simulation, c'est faire semblant d'avoir quelque chose que l'on n'a pas. Donc on est complètement détaché du réel. Jean Baudrillard, il se pose de manière humoristique la question, c'est plus la question de Leibniz, hein, pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien, mais plutôt, pourquoi il n'y a-t-il plus rien plutôt que quelque chose?